Mon père s'est levé lors de ma fête d'anniversaire et a dit, « Je pense qu'il est temps que tu entendes la vérité, nous ne t'avons jamais aimé. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Tous les visages se sont tournés dans ma direction. Je me suis levé, j'ai souri faiblement et j'ai dit, « Merci. » C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis je suis sorti. Le lendemain matin. 36 appels manqués, 88 messages non lus. Mais il était trop tard. Mon nom est Caitlin Brigg. J'ai 31 ans. Et la pire chose que mon père m'ait jamais donnée, c'est l'honnêteté en public. Il s'est levé à ma fête d'anniversaire, a regardé une salle remplie de gens qui me connaissaient mieux que lui ne l'avait jamais fait, et a décidé que c'était le moment de dire la seule chose qu'aucune fille n'est censée entendre de son propre parent. La pièce est devenue si silencieuse si vite que l'on aurait dit que l'air en avait été aspiré. Tous les visages se sont tournés vers moi. Je me souviens avoir posé mon verre. Je me souviens à quel point mes mains paraissaient stables, même si rien en moi n'était stable du tout. Je me souviens avoir pensé que c'était ça. Qu'après des années à réparer des dégâts qui n'étaient jamais les miens, après des années à être assez utile pour être gardé et assez invisible pour être ignoré, la vérité avait finalement choisi une scène. Je n'ai pas argumenté. Je ne lui ai pas demandé de s'expliquer. Je n'ai pas offert à la salle l'effondrement auquel il se préparait probablement. Je suis resté là, j'ai écouté, et j'ai compris quelque chose d'un seul coup. Certains moments ne ruinent pas votre vie. Ils rendent simplement impossible de continuer à vous mentir sur la vie que vous aviez déjà. Je suis sorti avant que quiconque puisse m'arrêter. Le lendemain matin, mon téléphone était plein d'appels manqués et de messages non lus, et aucun d'eux n'a changé ce que je savais déjà. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure il est pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là où vous êtes? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. 9 mois plus tôt, ma vie paraissait encore respectable de l'extérieur. Je vivais seul dans un appartement d'une chambre à Salt Lake City, je travaillais à plein temps comme coordinatrice des opérations pour un groupe de soins ambulatoires multisites, je payais mes factures à temps. Je gardais ma cuisine propre et je savais comment faire paraître une semaine gérable sur le papier, même si ce n'était pas le cas dans mon corps. Au travail, je gérais les plannings, les suivis d'assurance, les calendriers des prestataires, les retards de livraison et les problèmes administratifs qui pouvaient devenir coûteux si personne ne les détectait tôt. J'étais doué pour ça parce que je remarquais ce que les autres laissaient passer. La même compétence me suivait à la maison. Sauf que là-bas, personne n'appelait ça du travail. Dans ma famille, c'était simplement ce que je faisais. Mon père, Thomas Brigg, croyait que l'ordre devait apparaître naturellement autour de lui, comme si le monde lui-même respectait une voix posée. C'était le genre d'homme qui n'élevait jamais le ton parce qu'il n'en ressentait jamais le besoin. Il pouvait faire passer une critique pour raisonnable en la formulant avec assez de calme. Ma mère, Hélène Brigg, avait un style plus doux, ce qui la rendait plus facile à côtoyer et plus difficile à contredire. Elle arrondissait les angles, traduisait ses jugements en quelque chose de plus doux et transformait la dépendance en gratitude avant que quiconque ait la chance de l'appeler dépendance. Mon frère cadet, Ryan Brigg, avait 26 ans et menait sa vie d'adulte avec l'assurance d'un homme qui supposait qu'une autre personne interviendrait lorsque les aspects pratiques le rattraperaient. Cette autre personne, c'était généralement moi. En janvier, c'était moi qui suivais les rendez-vous de mes parents, vérifiais les dates de renouvellement des ordonnances, me connectais à 2 portails d'assurance quand l'un d'eux était bloqué. Et rappelais à Ryan que l'immatriculation de sa voiture allait expirer parce qu'il ne semblait jamais comprendre que l'État n'allait pas oublier simplement parce que lui le faisait. Aucune de ces tâches n'a envahi ma vie d'un coup de manière dramatique. C'était une partie du problème. Elles arrivaient comme de petits services, chacun défendable en soi, chacun facile à justifier parce que j'étais organisé et à proximité. Un appel de 10 minutes par-ci, un courriel transféré par-là, un SMS de rappel pendant le déjeuner, un arrêt à la pharmacie en rentrant chez moi parce que c'était plus facile pour moi de le faire que d'expliquer à quelqu'un d'autre. Les gens parlent d'être utilisés comme si c'était toujours violent pendant que ça arrive. D'après mon expérience, cela semble efficace. Cela ressemble à éviter les conflits. Cela ressemble à savoir que vous pouvez résoudre quelque chose plus vite que les personnes qui l'ont créé. Alors, vous le résolvez et vous passez à autre chose jusqu'à ce que le schéma devienne invisible. Nicole ne l'a jamais laissé rester invisible longtemps. Elle était mon amie depuis l'année où j'avais emménagé dans cet appartement,
et elle possédait le genre d'honnêteté qui était utile jusqu'au moment où elle devenait insupportable. Elle travaillait dans la conformité pour une banque régionale du centre-ville, ce qui signifiait qu'elle passait ses journées à repérer les risques dans des systèmes que d'autres préféraient ne pas examiner. Elle abordait ma famille de la même manière. Quand je décrivais une nouvelle course que j'avais faite pour mes parents, ou un autre problème que Ryan avait laissé de côté pendant que je nettoyais derrière lui, Jenna semblait rarement choquée. Elle semblait fatiguée pour moi. Elle les avait rencontrés tous les trois. Elle connaissait la manière de parler de mon père, comme si chaque opinion arrivait déjà approuvée. L'habitude de ma mère de recadrer mes efforts en quelque chose de tendre et d'attendu. Et la certitude de Ryan que s'il oubliait assez de choses, quelqu'un de plus responsable finirait par les faire pour lui. Ce qu'elle ne pouvait jamais comprendre, c'était la rapidité avec laquelle je normalisais tout cela. J'avais une réponse à tout. Mon père était de la vieille école. Ma mère voulait bien faire. Ryan finirait par grandir. C'était plus facile si je m'occupais moi-même des papiers. Ce n'était qu'un appel. Ce n'était qu'une connexion. Ces phrases maintenaient l'apparence lisse de ma vie. Elles la maintenaient aussi exactement pareille. Je pensais qu'être la personne stable me mettait en sécurité. En réalité, cela me rendait pratique. Les gens autour de moi n'avaient pas à devenir plus capables parce que j'étais devenu trop fiable. Il y avait des soirs où je quittais le travail, m'asseyais sur le parking avec les mains encore sur le volant, et triais mentalement mes propres responsabilités de celles de tout le monde, pour réaliser que je les avais à nouveau mélangées. Je conduisais jusqu'à la maison de mes parents pour dîner avec un sac de courses sur le siège passager parce que ma mère avait oublié 2 choses, où je répondais à un message de Ryan à propos d'un avis qu'il ne comprenait pas. Où je passais la moitié du trajet à écouter mon père décrire une lettre d'un assureur comme si elle était écrite dans une langue morte que personne d'autre que moi ne pouvait interpréter. Le soir, en arrivant à mon appartement, j'avais souvent l'impression d'avoir passé la journée à entretenir des structures dans lesquelles je ne vivais même pas. De l'extérieur, j'étais une femme avec un travail et une famille. De l'intérieur, je devenais l'infrastructure non rémunérée sous des personnes qui avaient cessé de remarquer que j'étais là. On pouvait voir le schéma le mieux à la table de mes parents. Leur maison se trouvait dans un lotissement tranquille à l'extérieur de Salt Lake City, le genre d'endroit qui paraissait bien établi depuis la rue. À l'intérieur, elle fonctionnait selon une règle plus simple. Tout ce qui permettait aux choses de fonctionner était traité comme permanent. Au printemps, les dîners du dimanche avaient repris leur forme habituelle. Ma mère cuisinait. Mon père prenait le bout de la table et Ryan arrivait assez souvent en retard pour que personne ne commande plus. J'arrivais généralement en portant quelque chose. Parfois c'était un sac de pharmacie que ma mère avait oublié de récupérer. Parfois c'était des papiers que mon père avait laissés intacts parce qu'il ne servait à rien de les regarder avant que je passe. Parfois ce n'était rien de visible du tout, ce qui signifiait seulement que le travail avait déjà été fait par téléphone. Le premier dîner qui m'a marqué a commencé avant même que nous nous asseyions. Mon père avait reçu un avis de son assureur complémentaire et l'avait laissé non ouvert sur le comptoir pendant 3 jours parce qu'il ne servait à rien de le regarder avant que je passe. Je me tenais à l'îlot de la cuisine, j'ai lu la lettre, appelé la ligne du fournisseur et appris qu'un code de facturation avait été mal saisi après une visite chez un spécialiste. Il a fallu une demi-heure pour démêler le tout, et un rappel dans mon téléphone pour m'assurer que la correction était bien passée. Au moment où le dîner a commencé, le problème était résolu. Ma mère a passé les pommes de terre. Ryan a parlé d'un voyage qu'il ne pouvait pas se permettre. Mon père a coupé son poulet et a dit que j'avais toujours été doué pour les choses administratives. Ce n'était pas un compliment, c'était une réduction. Il n'a pas dit que je lui avais fait économiser de l'argent ou que j'avais évité une plus longue bataille avec l'assureur. Il l'a dit comme quelqu'un décrirait un outil qui continuait à fonctionner comme prévu. Ma mère a ajouté que j'avais toujours été la personne pratique, et Ryan a hoché la tête sans écouter assez attentivement pour savoir à quoi il acquiesçait. J'étais assise là avec ce vieux sentiment qui s'installait à nouveau en moi. Cette étrange combinaison d'être remarqué pour ce que je pouvais faire et effacé en tant que personne pendant que je le faisais. Le deuxième dîner a eu lieu quelques semaines plus tard. Je venais de terminer un excellent trimestre au travail et mon directeur régional m'avait demandé de participer à une réunion de planification stratégique. Ce n'était pas une promotion, mais c'était assez proche pour que je me permette d'être fier pendant une soirée. Je l'ai mentionné pendant le dîner parce que garder chaque bonne chose pour moi commençait à ressembler à une autre forme d'obéissance.
Mon père a posé sa fourchette et a demandé si ce rôle interférerait avec le reste de ma vie. Pas si je le voulais, pas si je l'avais mérité. Il voulait savoir si plus de responsabilités me rendraient plus difficile à côtoyer. Il a dit que l'ambition avait tendance à rétrécir les gens. Ma mère est intervenue et a dit qu'il voulait seulement dire que l'équilibre était important. Elle pouvait prendre un rejet et le rendre sous forme de préoccupation. Je me souviens avoir regardé mon assiette et réalisé que je n'étais même pas surprise. Ryan a passé le même dîner à se plaindre d'une pénalité de retard sur le paiement de son camion. Il avait ignoré les rappels, manqué la date d'échéance, puis s'était comporté comme si la charge elle-même était déraisonnable. Avant le dessert, ma mère m'a demandé si je pouvais l'aider à régler ça parce que ses sites web étaient plus faciles pour moi. Ryan n'a pas demandé. Il n'en avait pas besoin. La demande a traversé la table comme si elle m'avait déjà été assignée. J'ai dit que je regarderais plus tard. Et même en le disant, j'ai entendu ma propre participation à la routine. Personne ne m'avait forcé. Ils avaient simplement arrangé le moment pour qu'un refus paraisse froid. Après le dîner, je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, et j'ai regardé la lumière du Porsche brûler contre la porte du garage. Je suis resté là jusqu'à ce que le pare-brise commence à s'embuer sur les bords. J'essayais de comprendre pourquoi chaque visite me laissait avec le sentiment d'être réduite à une fonction. Jenna a compris la question avant que je puisse la formuler clairement. Elle est passée à mon appartement 2 soirs plus tard avec des plats à emporter et de l'honnêteté. Je lui ai parlé du commentaire de mon père, de la traduction de ma mère, du problème de paiement de Ryan et de la façon dont chaque chose utile en moi semblait devenir une propriété partagée dès que j'entrais dans cette maison. Jenna a écouté, puis a dit qu'il y avait une différence entre être fiable et être absorbé. Ma famille, disait-elle, avait construit sa normalité autour de mon travail si complètement que je ne le reconnaissais même plus comme du travail. Je voulais argumenter avec elle parce qu'argumenter aurait protégé la forme des choses. Au lieu de cela, je suis resté assise là avec des nouilles refroidissant dans ma main et j'ai pensé à la facilité avec laquelle mes propres plans disparaissaient chaque fois que quelqu'un de ma famille égarait un document. Manquer une échéance ou décider de ne pas prendre quelque chose au sérieux jusqu'à ce que cela devienne un problème. Jenna a dit que je continuais à appeler ça de la patience parce que la patience semblait noble et la peur semblait humiliante. Je ne lui ai pas répondu. Plus je restais avec cette phrase, plus il était difficile de la contourner. La chose qui m'a finalement changé est arrivée un jour de travail, pas à la maison. C'était un mercredi au début de l'été, une de ces matinées qui commencent par de petits retards et vous punissent ensuite pour chacun d'eux. Un thérapeute de notre site de drapé s'était déclaré malade. Il manquait des signatures sur un nouveau dossier d'admission, et l'un de nos fournisseurs régionaux avait expédié le mauvais équipement de résistance à 2 cliniques la même semaine. À 9h30, j'avais déjà réorganisé 3 blocs de patients, résolu un problème d'autorisation qui aurait retardé le traitement d'un cas post-chirurgical, et refait l'ordre du jour d'une réunion d'opération que j'avais mis près de 3 semaines à préparer. Cette réunion était importante. Notre directeur exécutif restructurait les responsabilités à travers le groupe. Et pour la première fois, mon nom était sérieusement discuté comme quelqu'un qui pourrait passer de la coordination de soutien à un rôle d'opération plus large. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était une véritable avancée, le genre qui change votre titre lentement et votre salaire un peu plus vite. J'avais gagné le droit de le vouloir. La réunion a commencé juste après 11h. J'étais dans une salle de conférence aux parois de verre avec notre directeur régional, 2 responsables de site et le directeur exécutif qui participait par vidéo depuis un autre bureau. J'avais mes notes en ordre, les rapports de site imprimés et les résumés des écarts de personnel alignés à côté de mon ordinateur portable. 10 minutes après le début, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Je l'ai ignoré. 2 minutes plus tard, mon père a appelé. J'ai envoyé les 2 vers la messagerie vocale et j'ai continué à parler d'une proposition pour consolider les protocoles de planification de la réception dans tous les sites. Puis un message est arrivé de Ryan, non pas écrit dans son jargon habituel, mais en une phrase complète, ce qui était assez inhabituel pour attirer mon attention. Papa a besoin que tu appelles tout de suite. C'est à propos de maman. Je suis sorti parce que c'est ce que des années de conditionnement vous apprennent à faire. Les urgences dans ma famille avaient toujours eu la priorité sur tout ce que je faisais, peu importe qui d'autre était dans la pièce à attendre que je finisse. J'ai appelé mon père depuis le couloir.
Il a répondu à la première sonnerie et a dit que ma mère s'était embrouillée dans un cabinet de spécialistes et avait besoin d'aide pour régler les papiers de référence parce que la réception lui disait quelque chose de différent de ce qu'elle pensait avoir entendu. Personne n'était blessé. Personne n'était dans une ambulance. Personne n'était en danger immédiat. C'était de la paperasse, du timing et de l'irritation déguisée en urgence. Je lui ai dit que j'étais au milieu d'une réunion de direction et j'ai demandé si cela pouvait attendre 1 heure. Il a dit que le cabinet avait besoin d'une réponse maintenant. Puis il a demandé, avec le même ton égal qu'il utilisait pour tout, si je voulais que ma mère reste là, embarrassée, parce que j'étais trop occupé. Je me tenais dans ce couloir avec une déclaration de mission d'entreprise encadrée sur le mur à côté de moi et j'ai senti quelque chose de familier et de laisser s'installer. J'ai appelé le cabinet du spécialiste. J'ai confirmé que la référence avait été faxée au mauvais numéro par le personnel d'un autre fournisseur. Je leur ai donné les bonnes informations, puis j'ai appelé ma mère, les calmé, lui ai expliqué le retard et j'ai envoyé un message sur le portail à l'un des cabinets impliqués pour que la correction soit documentée. Cela a pris 18 minutes. Quand je suis retourné dans la salle de conférence, la réunion avait continué sans moi. Ma directrice régionale m'a remis un résumé imprimé à la fin et m'a dit que j'avais manqué la partie traitant de la distribution des rôles et de la planification de l'expansion, mais qu'elle me rattraperait plus tard. Elle l'a dit gentiment. C'était presque pire. 1 semaine plus tard, elle m'a rattrapé. Le poste d'opération plus important avait été attribué à quelqu'un d'autre, un responsable de site avec moins d'expérience intersite que moi, mais sans antécédent de sortie de discussion de direction pour des urgences familiales qui n'auraient jamais dû l'atteindre en premier lieu. Elle n'a pas dit cette dernière partie, mais je l'ai entendue quand même. Elle m'a dit que j'étais précieuse, fiable, essentielle à l'équipe. Tous les mots que les organisations utilisent quand elles veulent votre travail sans restructurer votre avenir autour de lui. Je suis rentré chez moi ce soir-là, les fenêtres fermées et la radio éteinte. Quand j'ai raconté à Jenna ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse assez longtemps pour laisser la forme de l'événement s'installer. Puis elle a posé la question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. À quoi ressemblerait ta vie si tu arrêtais de leur faire de la place dans chaque chose importante ? Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la réponse était trop grande. Ce n'était pas juste une semaine différente ou une limite différente. C'était une autre vie entièrement. Une vie dans laquelle mon temps m'appartenait avant d'appartenir à celui qui appelait avec la version la plus rodée du besoin. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de me demander si ma famille changerait un jour et que j'ai commencé à envisager la possibilité bien plus utile que je pouvais changer. Avant d'aller me coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai mis à jour mon CV pour la première fois en 2 ans, et j'ai fixé une page de recherche d'emploi vierge jusqu'à ce que le vide commence à ressembler à une permission. Une fois que j'ai eu un autre endroit où aller, chaque appel de mes parents sonnait différemment. Je n'ai rien fait de dramatique au début. J'ai mis à jour mon CV, activé des alertes d'emploi dans quelques villes où je pouvais m'imaginer vivre, et j'ai commencé à répondre aux messages de recruteurs pendant le déjeuner au lieu de les effacer. Salt Lake City avait été toute ma vie d'adulte, ce qui rendait le départ à la fois imprudent et technique, comme si le déménagement n'était qu'un problème de de caution et d'instruction de suivi. Le premier entretien était avec un réseau de réadaptation près de Portland. Cela n'a mené à rien. Le deuxième était avec un groupe de soins à Boise. Proche, mais pas assez. Le troisième est venu d'un ancien contact fournisseur qui avait évolué vers la direction administrative d'une organisation de soins spécialisée à Fort Collins. Le rôle était plus large que le mien, le salaire était meilleur, et les responsabilités étaient exactement le genre de travail vers lequel je progressais depuis des années. J'ai passé l'entretien depuis ma voiture pendant une pause déjeuner derrière notre bureau de Murray. 2 entretiens plus tard, ils ont demandé des références. 1 semaine après, ils ont envoyé une offre. J'ai lu l'email 3 fois avant de l'accepter. Le soir même, j'ai ouvert les annonces de location et j'ai trouvé un appartement d'une chambre dans le sud de la ville, à distance de marche d'une épicerie et à moins de 15 minutes du bureau. J'ai soumis la demande avant de pouvoir me dissuader de devenir le genre de personne qui prend des décisions sans les faire passer par le filtre émotionnel de sa famille. L'approbation est arrivée 2 jours plus tard. J'ai signé le bail à ma table de cuisine et je suis resté assise, immobile, pendant 1 minute entière. Non pas parce que je le regrettais, mais parce que je ne le regrettais pas. Une fois l'appartement devenu réel, mon anniversaire a cessé de ressembler à une date pour devenir une échéance. J'avais déjà prévu de faire une petite soirée cette année-là,
une salle privée dans un restaurant du centre-ville avec des gens que j'avais choisis moi-même. Après le bail, la fête a changé de sens sans changer de forme. C'est devenu la dernière chose que j'organiserai en Utah avant de partir. J'ai réservé une salle à manger privée dans un endroit de Salt Lake City spécialisé dans les petits événements et le bon éclairage. Le genre de salle où la conversation reste chaleureuse parce que l'espace n'appartient à personne de plus bruyant que la personne qui l'a réservé. La liste des invités était simple à dessein, des collègues en qui j'avais confiance, Jenna, 2 anciens voisins, et quelques amis qui en savaient assez sur ma vie pour comprendre ce qui comptait comme normal dans ma famille et ce qui ne l'était pas. J'ai invité mes parents et Ryan parce que ne pas les inviter aurait transformé toute la soirée en une histoire différente, et je n'étais pas intéressé à leur donner cet avantage. Je les voulais là en tant qu'invités, pas en tant que propriétaire de l'occasion. Mon père a senti la différence presque immédiatement. Il a appelé la semaine après que j'ai payé la compte et a demandé qui d'autre serait présent. Pas combien, pas si j'avais besoin d'aide, mais qui. Je lui ai dit que ce serait principalement des amis et des gens du travail. Il a demandé s'il y aurait des discours. J'ai dit que c'était un dîner, pas un programme. Il a dit, les anniversaires et les familles impliquent généralement quelques mots des personnes qui vous connaissent le mieux. J'ai laissé cette phrase en suspens entre nous sans rien accepter. Ma mère a essayé une autre approche. Elle a demandé si elle devait apporter des fleurs pour les tables car elle connaissait un fleuriste qui faisait des arrangements de bon goût. Je lui ai dit que la salle n'avait besoin de rien de plus. Elle a dit qu'elle voulait seulement que ce soit personnel. Tout le but de la soirée était qu'elle m'appartiendrait. Ryan a contribué de la manière dont Ryan a toujours contribué, en supposant que l'événement l'absorberait naturellement. Il m'a envoyé un lien vers un bar voisin et a suggéré un deuxième arrêt après. Même si la soirée n'était pas organisée autour de lui, je lui ai dit que j'avais déjà un plan. À cette époque, Jenna m'a demandé si je les invitais parce que je voulais toujours qu'ils soient là ou parce que je voulais des témoins. La vérité était qu'à ce moment-là, je voulais les deux. Une partie de moi espérait encore que ma famille pourrait assister à une soirée sans essayer de me ramener à leur forme préférée. Une plus grande partie voulait une salle pleine de gens qui me connaissaient dans la vie que j'avais construite loin d'eux. Dans les semaines précédant mon anniversaire, chaque interaction avec mes parents portait une seconde conversation en dessous. Moins je leur en disais, plus je sentais clairement leur malaise. Ils ne savaient pas que je quittais l'Utah, mais ils pouvaient dire que quelque chose avait changé. Le contrôle est sensible à la distance bien avant d'en comprendre la raison. J'ai continué à vivre mes journées comme si de rien n'était. Répondre aux questions d'autorisation le matin, examiner les demandes l'après-midi, puis rentrer à la maison pour faire des listes qui n'avaient rien à voir avec l'Utah. Ruban d'emballage, transfert des services publics, adresse de suivi. Les choses semblaient plus faciles une fois que j'ai arrêté de me demander si je pouvais partir et que j'ai commencé à agir comme si je l'avais déjà fait. Au moment où la salle s'est remplie, je pouvais sentir exactement à qui appartenait cette nuit. Je suis arrivé tôt, comme les gens comme moi le font toujours. Le restaurant avait préparé la salle à manger privée avec des bougies basses, une longue table près des fenêtres, et assez d'espace entre les couverts pour que personne n'ait à feindre la proximité. J'ai vérifié la carte de réservation, confirmé l'heure avec le serveur, et je suis resté un moment à regarder quelque chose que j'avais arrangé pour moi-même au lieu de ma famille. Un par un, mes proches sont entrés et ont apaisé la pièce simplement par leur présence. Des collègues de 2 cliniques. Jenna dans un pull vert foncé. Un couple de retraités de mon immeuble. Une ancienne voisine qui a apporté une carte et une bouteille de vin et m'a dit que 31 ans m'allait bien. Au moment où la première tournée de boissons est arrivée, la pièce avait une chaleur que la maison de mes parents n'a jamais réussi à avoir. Personne ne gérait l'humeur de quelqu'un d'autre. C'était juste un dîner, ce qui le rendait presque radical. Mes parents et Ryan ont été les derniers à arriver. Ma mère est entrée la première, arborant le regard qu'elle réservait aux événements où elle considérait qu'il valait la peine d'être vu. Mon père a suivi, balayant la pièce du regard rapide d'un homme vérifiant s'il reconnaissait quelqu'un d'important. Ryan est venu derrière eux, déjà agité, comme s'il était entré dans un endroit qui pourrait lui demander de se comporter pendant plus de 20 minutes. Je les ai salués, je les ai présentés aux personnes les plus proches de la porte, et j'ai observé le premier petit changement sur le visage de mon père quand il a réalisé que la soirée n'était pas construite autour de la hiérarchie familiale. Personne ne lui a montré de déférence. Personne n'a réorganisé la pièce pour faire de la place à son autorité. Il n'était le centre de rien là-bas, sauf de ma patience, et même celle-ci s'était amincie.
pendant la première heure, cette différence a tenu. Mes collègues m'ont posé des questions sur le travail sans que cela ressemble à une exigence. Jenna m'a regardé rire et l'a laissé faire. Même les serveurs semblaient mieux comprendre la pièce que ma famille. C'était ordonné, facile, et complètement libre des petites accommodations que j'avais passé des années à faire ailleurs. Nous nous sommes assis. Le dîner s'est déroulé comme le font les bons dîners quand personne n'essaie de les dominer. Une histoire d'un des thérapeutes sur un patient qui avait confondu le tapis de course aquatique avec un équipement de spa. Le rire de Jenna au mauvais moment d'une histoire, ce qui n'a fait que faire rire tout le monde encore plus fort. Une conversation facile. Ma mère a essayé de s'insérer en demandant aux gens depuis combien de temps ils me connaissaient, puis en convertissant chaque réponse en une version plus petite de ma vie dans laquelle elle pouvait se placer. Mon père a interrogé 2 collègues sur le marché de la santé comme s'il les interviewait pour avoir le droit de me connaître. Ryan a passé la moitié de l'apéritif à regarder son téléphone. J'ai tout observé attentivement. Au moment où le plat principal est arrivé, mon père était devenu plus silencieux. Le silence lui allait trop bien. Je connaissais la différence. Il y a une quiétude particulière qui entre dans une pièce quand quelqu'un habitué à être au centre réalise qu'on ne l'a pas consulté sur sa propre non-pertinence. C'était cette quiétude qui se rassemblait autour de mon père au moment où les menus des desserts sont apparus. Un petit gâteau que j'avais commandé pour la table est arrivé, et la pièce a basculé dans l'embarras inoffensif qui accompagne le fait d'être chanté par des adultes. J'ai soufflé la bougie, remercié tout le monde et me suis rassise. Un de mes collègues a levé un verre et a offert un bref toast sur la compétence, la loyauté et l'étrange miracle des gens qui rendent les jours difficiles meilleurs pour tout le monde. Cela aurait dû se terminer là. Au lieu de cela, mon père a posé sa fourchette et s'est levé. Il n'a pas souri ni demandé l'attention de la salle. Il s'est simplement levé comme si personne ne le contesterait. La conversation s'est éteinte par morceaux. Ma mère l'a regardé, alarmée, mais pas assez pour l'arrêter. Ryan s'est redressé sur sa chaise. Mon père a dit qu'il avait écouté toute la soirée des gens me décrire comme réfléchie, capable, généreuse, fiable. Il a dit que la salle méritait un peu d'honnêteté. Puis il m'a regardé avec une certitude qui a rendu la pièce plus froide. Il a dit qu'il était temps que j'entende la vérité. Et la vérité était qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Pas de la manière dont les parents sont censés aimer une fille. Personne n'a bougé. Un serveur s'est figé près de la porte avec un plateau vide dans les mains. L'expression de Jenna a changé sur le champ. Ma mère fixait la table. Ryan n'a rien fait, ce qui était la chose la plus honnête à son sujet. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et je me suis levé. Ma chaise a à peine fait un bruit. J'ai dit « merci » et puis j'ai ajouté « c'était tout ce que j'avais besoin de savoir ». J'ai pris mon manteau du dossier de ma chaise et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a touché. Le couloir à l'extérieur de la pièce était silencieux, et au moment où l'air de la nuit a frappé mon visage, j'ai compris quelque chose clairement. Il n'avait pas détruit la soirée. Il avait mis fin à l'argument que j'avais avec moi-même depuis des années. Au matin, mon téléphone ressemblait à une machine qui avait passé la nuit à essayer de me faire revenir. J'étais sur le canapé de Jenna avec une couverture enroulée autour de mes jambes et mon manteau plié sur une chaise en face de moi, là où je l'avais laissé tomber après qu'elle m'ait laissé entrer sans poser de questions. Je n'étais pas prête à répondre. Quand je me suis réveillé, l'écran de mon téléphone était plein de chiffres, 36 appels manqués, 88 messages non lus. La plupart venaient de mes parents. Quelques-uns de Ryan. Certains de parents qui en avaient entendu assez pour s'inquiéter avant d'en avoir entendu assez pour comprendre. 2 de collègues. Un de Lydia Park, qui était assise à 3 sièges de mon père quand il s'est levé. Je n'ai rien ouvert tout de suite. Jenna est sortie, a vu mon visage et a posé une tasse de café devant moi. Puis elle m'a raconté ce qui s'était passé après mon départ. Mon père était resté debout plusieurs secondes comme s'il s'attendait à ce que la pièce se réorganise autour de son autorité. Elle ne l'a pas fait. Lydia a été la première personne à parler. Elle lui a dit calmement et clairement qu'il venait d'humilier sa fille devant des gens qui étaient venus la célébrer. Ma mère a essayé de dire que la soirée était devenue émotive. Personne n'a accepté cette version. Ryan a regardé la table pendant la majeure partie du temps. La pièce s'est vidée par étapes après cela. J'ai écouté sans interrompre. L'histoire ne faisait pas plus mal en la réécoutant. Elle faisait moins mal.
À ce moment-là, le pire était arrivé, et j'y avais survécu. Vers midi, j'ai écouté un message vocal de mon père. Il avait l'air mesuré, pas plein de remords. Il a dit que la soirée avait dégénéré et que les affaires de famille n'auraient jamais dû être vues par des étrangers. Même alors, son attention n'était pas sur ce qu'il m'avait dit. C'était sur le fait que d'autres personnes l'avaient entendu. J'ai effacé le message. 1 heure plus tard, ma tante Denise a appelé. C'était la sœur aînée de mon père, et contrairement à la plupart des gens de cette famille, elle avait passé assez d'années à ses côtés pour reconnaître la cruauté même quand elle arrivait sur un ton calme. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer quoi que ce soit. Elle a dit que ce qui avait été dit à ce dîner était faux. Que certaines personnes confondent le contrôle avec l'amour pendant si longtemps qu'elles ne connaissent plus la différence. Et que partir était parfois la seule réponse honnête qui restait à la personne qui était le plus restée. Son appel a été la première chose ce jour-là qui m'a semblé être une terre ferme. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de ma cuisine et j'ai soumis ma démission formelle. Puis j'ai changé mon adresse de suivi, confirmé mes papiers de location à Fort Collins, et j'ai commencé à emballer les parties de ma vie qui étaient vraiment les miennes. Au cours de la semaine suivante, j'ai appris à quoi ressemble l'absence quand une famille l'a confondue avec la loyauté. Mon père a appelé 2 fois pour un accès à l'assurance et 1 fois pour une réinitialisation de mot de passe. Ma mère a envoyé un long email sur les malentendus, le ton, le stress et le danger de prendre des décisions permanentes après des soirées douloureuses. Ryan a envoyé un SMS pour demander si j'avais toujours les coordonnées de l'agent de crédit qui l'avait aidé à refinancer son camion. Pour la première fois depuis des années, je n'ai répondu à rien de tout cela. Leurs vies ne se sont pas effondrées. Ce qui s'est passé à la place était plus petit et plus honnête. Ils ont dû se gérer eux-mêmes. Les formulaires sont restés non lus plus longtemps. Des rendez-vous ont été manqués. Un paiement a été fait en retard. Une recharge d'ordonnance est restée trop longtemps à la pharmacie. Ryan a dû résoudre son propre problème lorsque son problème d'immatriculation est devenu assez coûteux pour l'affecter personnellement. Rien de tout cela n'était tragique. C'était simplement la vie d'adulte qui arrivait sans que je sois là pour l'amortir. J'ai déménagé 3 semaines plus tard. Fort Collins était plus calme que Salt Lake d'une manière qui m'a immédiatement plu. L'appartement était petit, propre et sans lien avec quiconque avait jamais attendu de moi que je m'excuse d'être utile. Le 2e matin là-bas, j'ai fait du café, répondu uniquement aux emails professionnels de mon nouveau travail, et je me suis tenu dans ma propre cuisine en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Non réclamé. C'est le mot qui me revient sans cesse. Pas guérie, pas triomphante, non réclamée. Si cette histoire vous apporte quelque chose, j'espère que c'est ceci. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Et être fiable n'est pas un contrat à vie pour disparaître dans les besoins des autres. Certaines familles ne vous brisent pas le cœur d'un seul coup. Elles vous apprennent lentement à le livrer en morceaux et appellent cela de la proximité. Si vous avez reconnu une partie de vous-même dans la mienne, peut-être que la question n'est pas de savoir s'ils changeront. Peut-être que la question est de savoir combien de temps de plus vous prévoyez de rester, là où votre valeur se mesure uniquement à ce que vous portez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a marqué, laissez un commentaire et dites-moi quelle partie vous a le plus touché.